C'est un enfer la guerre. Parfait, pas la guerre. On est nuls. Mais je me suis tout le mou. Aujourd'hui, on va passer 24 heures dans la peau de soldats français de la Seconde Guerre mondiale, dans les bunkers que vous voyez derrière moi, sur la ligne Maginot. On va se tester physiquement, on va apprendre des choses et j'espère que vous allez passer un bon moment, tout comme mon invité du jour, Linka. Pour moi, je passe un moment exécrable. Il n'y a aucun plaisir pour le moment. Tu vas vraiment inaugurer. Hein. Non mais ça me fait plaisir d'être le crash test et en vrai de vrai par contre premier degré parce que là celui-là il fait un peu cheap. Je dois te dire la vérité. En vrai, je suis curieux quand même de découvrir les galeries, le truc, comment ça se passait à l'époque et tout ça. Bon, je vous explique ce que c'est la ligne Maginot et on se retrouve avec les gars. Pour ce voyage dans le temps, j'ai emmené Linka ici devant l'ouvrage du Galgenberg, l'un des nombreux forts qui composent la célèbre ligne Maginot. C'est ici, à la frontière entre la France, l'Allemagne et le Luxembourg que nous allons passer nos 24 prochaines heures. Mais un petit rappel historique s'impose pour tout le monde. Alors, c'est en 1929 que le gouvernement et l'état-major français valident le projet du ministre de la guerre de l'époque, André Maginot. Maintenant, vous savez d'où vient le nom. Un chantier pharaonique qui dote la France d'une série d'ouvrages fortifiés sur près de 500 km de la frontière italienne au Luxembourg pour se protéger du voisin allemand et éviter de revivre l'horreur de 14-18. 1 million de mètres cubes de béton, 150 000 tonnes d'acier, 120 000 ouvriers et 5 milliards de francs ont permis de sortir de terre ce qui semblait être une défense impénétrable pour la France. Et pourtant, pour réaliser cette aventure ou cette folie, je ne sais pas encore, nous sommes accueillis par l'association Ligne Maginot, Cattenom et environ. Comme notre lieutenant Théo et le soldat Baptiste, ces passionnés restaurent, entretiennent et font visiter des sites comme le fort du Galgenberg pour faire découvrir l'histoire de ces lieux au plus grand nombre. Ils les connaissent par cœur et seront nos guides pour le projet. Maintenant que vous en savez plus sur la ligne Maginot, il est temps de découvrir comment est-ce que les soldats de l'époque vivaient. Seconde classe Antoine, à moi. Sur homme de base, rassemblement en une colonne couvrée. Présentez. Arme. Reposez. Arme. Repos. Messieurs, aujourd'hui nous allons recevoir 2 jeunes recrues. Il va falloir être assez tolérant. Elles viennent pour un stage de 2 jours. Donc je vous prie de bien vouloir les aider et les accueillir comme il se doit. Je vais me pisser dessus. Mais re ta gueule. Seconde classe, Rive et Linka, à moi. Garde à vous. Revenez. On est du pied soldat. Reposez. Arme. Reposez. Arme. Reposez. Arme. Repos. Yes. Putain, le capitaine Philibert, beau gosse hein. Ouais, franchement il a son petit charme. Ah ouais, avec sa petite barbe. Ouais, Il est coquin, un peu comme toi finalement. Oh, vous êtes là, comment est-ce que vous allez? Bon, vous voyez, on est complètement équipé désormais. On a pu revêtir complètement l'habit du soldat français de 1940 ici sur la ligne Maginot. Tu te sens comment toi? En vrai, on dirait pas, mais c'est super lourd. Moi le truc qui me choque le plus c'est le poids. On n'a pas tout l'attirail complet si on n'a pas les charges dans nos sacs et tout. Il a dit qu'en général c'était autour de 25-30 kg par soldat. Ouais. Moi ce qui m'a un peu choqué j'avoue c'est les bandes moltières là. Parce qu'il faut que tu serres et si tu serres trop, tu coupes la circulation sanguine et je pense que tu perds ta jambe en fait. C'est vraiment... Sinon en vrai c'est plutôt classe hein. Franchement toi ça te va trop bien. Toi aussi ça te va bien. Mais par contre je conçois pas qu'on puisse aller se battre. Arrête, ça me gêne. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse aller faire la guerre comme ça. Ah ouais? Mais mec ça fait 50 kg, on a pas réussi à marcher de 30 mètres sans être essoufflé. Je peux pas le lever. On les mains. Si, je peux juste Je faire vous ai dit on les mains, mais non mais je peux pas faire. Je peux pas faire plus. Je suis au max. Bon du coup là le programme c'est que là tu trouves que c'est lourd mais on va quand même devoir s'affronter sur quelques épreuves. J'étais très confiant quand tu m'en as parlé avant des épreuves physiques. Maintenant que j'ai les 20 kg de merde sur moi. Tu te débines déjà. Avec un peu de chance, Je te reconnais bien là. On va te faire foutre. Va te faire foutre, Rivenzoui. Avec un peu de chance, ils vont nous dire qu'on est recalé. Hein. Ça se trouve. Bon, bah, pas la guerre. Parfait, pas la guerre. On est nul, on se casse. Allez, c'est ciao. On y va. On peut pas faire la guerre de toute façon, donc y a pas besoin. L'ouvrage du Galgenberg. Surnommé le gardien de la Moselle, ce gros ouvrage d'artillerie est situé sur une colline qui lui offre un point de vue imprenable sur la région avoisinante.
Cette forteresse est composée de 8 blocs avec différentes fonctions, allant des blocs de combat avec mortier et mitrailleuse aux blocs d'observation. Cet édifice est une véritable fourmilière où 460 hommes se relaient jour et nuit en quart pour assurer son fonctionnement et sa défense. Chaque individu a un rôle à tenir et de nombreux corps de métier y sont représentés, services logistiques, de transport, des médecins, des téléphonistes et des ouvriers. Tous ces soldats circulent dans près de 4 km de galeries cumulées pendant plusieurs mois en ne voyant que très peu la lumière du jour. De septembre 1939 à juin 1940, le Galgenberg n'a pas connu de véritable assaut, mais il a été lourdement bombardé par l'artillerie et l'aviation allemande durant toute la drôle de guerre et la campagne de France. Il remplira pleinement son rôle en défendant des ouvrages voisins d'incursions allemandes et a fortement gêné l'ennemi, en détruisant une église servant de poste d'observation et en barrant la route à des convois militaires qui se dirigeaient vers la France. Genre là, tu te vois faire la guerre. Mais tu me demandes d'aller pisser, c'est déjà genre une aventure. Plus m'habiller, plus j'avais envie de pisser, j'osais rien dire, je suis foutu, de toute façon, je suis foutu. Bon, maintenant qu'on est équipé, mon lieutenant, où est-ce qu'on est? Eh bien, on est dans l'entrée des munitions et puis je vais vous faire donc, la suite de la visite de l'ouvrage. J'adore ce mode. J'aime trop cet endroit, je sais pas comment expliquer, je me sens trop bien dedans. Vraiment, je te promets. Je pense qu'on va te laisser là, mec. Non, si je rigolais. J'ai un peu une légende, tu vois, de tous les lieux de la ligne Maginot sont reliés par des tunnels. En fait, est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est un peu discontinu? Ça c'est pas une réalité, en fait c'est beaucoup de gens pensent que ça l'est parce que c'est dû à la propagande qu'on a faite pendant les années 30 de ce qu'est cette fortification. Mais il faut imaginer un fort de la ligne Maginot comme un navire qui est isolé et c'est toute une flotte qui est, donc on a des navires les uns à côté des autres, ils sont pas reliés, on peut pas aller d'un navire à l'autre, mais par contre ils peuvent s'entraider. Donc on peut, par exemple de ce fort là, on peut envoyer de l'électricité au fort voisin si le besoin s'en ressent, mais par contre on va pas pouvoir traverser les galeries et arriver au fort suivant. Ça c'est des idées reçues. Donc on va avoir ici un réseau de 4 km de galeries, mais on ne va pas pouvoir d'ici sortir à Nice ou ailleurs. Le magasin à munitions, ici, c'est le lieu où on va stocker en grande quantité la plupart des munitions. Donc, dans les ouvrages de la ligne Maginot, on a réalisé entre guillemets 3 locaux où on va stocker ces munitions. Donc, le plus grand c'est ici, c'est le magasin principal. Toutes les munitions étaient apportées depuis les wagons et on les transportait dans des grandes caisses via ce système de palans. Il fonctionne toujours, on peut le faire marcher. Et puis après, il nous suffisait de rentrer dans les alvéoles avec. Vous pouvez me suivre. Alors aujourd'hui, vous avez le privilège de pouvoir rentrer dans cette salle dans l'état où vous êtes, mais en temps normal, quand les munitions sont stockées, vous n'avez pas le droit de pénétrer ainsi, puisque vous avez des clous sur vos brodequins, ce qui générerait éventuellement des étincelles et donc génère un risque d'explosion. Tu sais, j'y aurais jamais pensé. Moi non plus. Genre, tu m'aurais dit peut-être à porter de la laine ou quoi, jamais ça, je me serais dit parce que ça fait faire des étincelles avec les brodequins. Ouais. Mais oui, maintenant que tu le dis, ça paraît logique. Ça paraît logique, mais moi j'aurais eu tendance à penser que une simple étincelle pourrait pas faire exploser toute une salle remplie d'explosifs. Toi, tu fais le plein d'essence avec en fumant une cigarette, toi. Non, c'est pas je ne fais pas. Comme il y a toutes les munitions qui sont stockées ici, on est d'accord que tout est pensé pour éviter, on va dire que s'il se passe, pour protéger les obus de l'humidité, ce genre de choses, tout est imaginé du sol au plafond pour que ce soit la salle la plus protégée du fort. Presque. Oui, tout à fait. Donc on a des radiateurs électriques pour réchauffer un petit peu de l'atmosphère. On va avoir des murs qui vont pouvoir permettre d'absorber une partie d'une éventuelle explosion. Donc voilà. Et puis toute la partie galerie est tournée vers la sortie du fort pour évacuer le souffle de l'explosion et pas l'envoyer vers là où les soldats sont en vie. Au cours de notre séjour en 1940, nous allons avec l'Inca nous affronter dans 3 épreuves inspirées d'activités des soldats dans les forts de la ligne Maginot. Car si on peut apprendre en plus de savoir de qui de nous deux est le meilleur, c'est d'autant plus sympa. Pour ce premier défi, les règles sont simples. À tour de rôle et le plus vite possible, nous allons devoir utiliser le crochet en hauteur pour soulever ce casier de munitions pesant 80 kg. Puis, en utilisant le rail, l'emmener à l'extérieur de l'alvéole pour le disposer sur un wagon pour ensuite le pousser jusqu'au lieutenant qui se trouve avec le chrono au bout du couloir. De la sueur, de l'histoire et des larmes, c'est parti. Le chrono va se lancer, tu pousses jusqu'au bout. 3, 2, 1, top! Allez!
Oh, le chrono 1 minute 19 et 53 secondes. Mais c'est impossible. Je crois que c'est dommage. Moi je parie sur un 42 secondes. 38 secondes. C'est un peu plus. Combien? C'est 58 secondes. Oh, tiens, je mis 20 secondes. Bien joué les 26. Oh merde. Let's Oh go. non, je vais pas être engagé. Non. Mec, j'ai allé au front en premier, let's go. Je crois que j'ai un peu tapé dans un mur aussi. Hein. Bon, en tout cas, Très déçu. bah, ça fait 1-0 du coup. Ouais, bien Il joué. restera 2 épreuves. Et t'as toujours pas envie d'être engagé? Ah mais moi si je peux ne pas l'être. Avec hein. Qui va ne pas s'être engagé? Nous allons voir. Absolument pas Qui vraiment. sera le dernier engagé? Je pense que ça devient ça un petit peu le défi. Allez, nous on continue notre visite du lieu. Putain, ça se traîne, hein. Allez Lanka là, allez. Tu vas te faire foutre. Et allez. Oh wow, la taille de la porte. Mais vous, j'ai jamais vu une porte aussi grosse je crois. Donc c'est un dispositif par souffle. Donc c'est une grosse porte couplée à une deuxième petite porte qui elle étanche aux fumées. Et donc en fait s'il y avait un incendie qui se déclarait dans le magasin à munitions, il y avait un soldat qui était chargé de crier au feu pour avertir un autre homme qui se plaçait ici et qui avait pour mission de fermer cette porte-là. Et cette porte-là, donc elle pèse une dizaine de tonnes, elle se ferme en 5 secondes. On a de la chance ici, c'est que c'est la dernière porte sur l'ensemble de l'Imaginaux qui fonctionne encore. Mais non. Donc on peut la fermer. C'est tellement sourd. What the Mec, elle est énorme. Par contre, j'ai compté 6 secondes. Ouais. Il y a le feu. Attends, j'arrive. Bah Arnaud par contre il n'a pas toute la journée quoi. Ouais, mais c'est. Tu sais, c'est une porte de 10 tonnes quoi. Je fais ça une. Elle a dit ça coûtait 2000 € les habits. J'ai enculé ça. Alors ici on arrive dans la galerie qui va nous emmener au bloc de combat. Donc c'est en fait les blocs où on va retrouver les tourelles, les canons, ce genre de choses. Comme c'est un lieu où il y a un petit peu moins de passage, ici les constructeurs ont décidé de faire des économies et de ne pas crépir les murs. Donc ils ont laissé les murs nature, on va dire, avec de la pierre de taille. À votre avis, quelle est l'utilité de ce local? Oh putain, j'ai une théorie. Cave à vin. Non. C'est pas un truc qui mène vers une sortie ou quoi? Ça permet d'observer la sortie? Bon c'est bon j'avais. Bah non, regarde, c'est un miroir avec un cul-de-sac et. Et pourquoi c'est il y a les- Est-ce que la caisse elle a un intérêt? Bah oui, dedans ou c'est pas les plantes de quelque chose. Non plus. Bien sûr que si, c'est les codes nucléaires mec. Je pense que tu mens, ouais mec. L'un des grands traumatismes des combats dans les forts de Verdun. Tu as visité le fort de Vaux? Faire des explosions à l'intérieur en fait du Ouais, fort quoi. donc ils se sont battus à l'intérieur du fort. Ouais, exactement. Ouais, bah ici on veut pas. Si jamais de l'autre côté de cette porte où il y a les blocs de combat, l'ennemi arrive à rentrer, et ben ici on va venir remplir le local d'explosifs et on va préférer en fait détruire la galerie et se séparer d'une partie du fort pour ne pas avoir à combattre à l'intérieur et pouvoir continuer à utiliser normalement le reste de l'ouvrage. Quand on a rénové cette salle-là, parce qu'il n'y avait pas de lumière à l'intérieur, on l'a mis pour les visites, on a retrouvé des papiers de pin-up collés au plafond. Ah, Donc, un c'était sol, un peu la salle pour Slebron aussi. Ouais, voilà. La salle des explosifs. Mec, je suis bizarre, j'aime vraiment l'ambiance. Genre, je me sens bien là-dedans, j'aime bien. Je veux juste vous montrer et vous faire rendre compte à quel point on est sous terre et à quel point la colline est montée au-dessus de nous. On va aller voir ça tout de suite. Bien sûr mon lieutenant. Quel susboule, putain. Oh ça va. C'est qui votre chouchou lieutenant? On va retrouver les escaliers qui vont monter donc jusqu'en haut de la colline. Pour vous rendre compte de la hauteur, je vous invite à pénétrer les lieux et à découvrir la hauteur. Oh waouh, mec, ça fait vraiment bizarre par contre. Oh mec, c'est. Ça m'oppresse un peu, je me sens plus bien du tout. Là, ça me fait le vertige à l'envers. Genre, je sais pas comment expliquer. Je pensais pas qu'on était si profond que Ouais, ça. moi non plus, on se Je rend pensais pas que. compte. Bah non. En fait, on n'a pas descendu d'escalier. Donc en fait, c'est bizarre d'être aussi profond alors que pourtant, bah, j'ai l'impression qu'on a juste marché à l'horizontale quoi. Exactement pareil. Donc il faut savoir que les ouvrages à Maginot, au départ, c'est pas conçu pour que les soldats restent indéfiniment à l'intérieur. L'idée, c'était qu'ils restent une quinzaine de jours dans le fort et qu'ils retiennent l'armée allemande le temps que les troupes se mobilisent à l'arrière. Bon, manque de peau, voilà, ce qui s'est passé, c'est que les soldats ont dû rester à l'intérieur et il a fallu commencer à aménager les forts pour pouvoir leur permettre de vivre et d'avoir un petit peu plus de confort.
Donc ici, on leur a donné la possibilité d'avoir un lien avec le monde extérieur, puisque le soldat sous la ligne Maginot, sous terre, n'a que très peu de possibilités de sortir. On sort entre 1 heure et 2 heures par jour au grand maximum. Ah oui, à ce moment-là, on reste vraiment sous terre, quoi. C'est ça, ouais. Donc c'est 1 à 2 heures par jour pour fumer une clope ou quoi, s'aérer un peu, si les conditions le permettent. Et notre bosse, nous, elle a une petite particularité, c'est que la boîte aux lettres qui se trouve aujourd'hui ici, à l'origine était placée à cet endroit-là. On voit que ça a été rebouché. À votre avis, pourquoi est-ce que ça a été fait ainsi? C'est pour pas que n'importe qui mette n'importe quoi dedans. Non, on se rapproche. C'est pas exactement ça, mais on se rapproche. Faut pas que les gens énervés pissent dans les lettres. Tout à fait, c'est exactement ça. Vraiment? Oui, en fait, Tu vois le cerveau d'un con comment ça fuse. Oh, le il cerveau y a malade. eu un mec qui effectivement a uriné dans la boîte aux lettres et du coup l'état-major a fait remonter la boîte aux lettres pour que maintenant soit c'est un petit peu plus compliqué, ça donne plus de défis. Ça fait un sacré défi. Hein. Moi j'arrive au matin, perso. C'est pas bien compliqué pour moi, mais bon, bref. Ça c'est le moyen de communication avec le monde civil et le monde extérieur. Et maintenant je vais vous montrer le moyen de communication militaire qui était donc utilisé au sein de l'ouvrage et partout sur la Maginot. On va rentrer donc dans le central téléphonique. Tout ce que vous verrez ici, je vais vous demander de garder le secret le plus total. Bien sûr. Puisqu'on est sur de l'équipement high-tech et qui ne doit pas être divulgué. J'imagine bien. Oh le setup de fou. Du matériel TM32, donc c'est une gamme de téléphones qui a été développée spécifiquement pour l'armée. Dans le fort, ce système-là, ça nous permet de gérer jusqu'à une centaine de téléphones en même temps. Comment ça fonctionne? C'est plutôt simple. On recevait un appel, la sonnette se déclenchait, donc vous pourrez peut-être remarquer, c'est du matériel Ericsson, si jamais ça vous parle. Donc on avait ici des petits volets, donc le téléphone qui appelait, le petit volet devenait blanc. L'opérateur venait se brancher sur le volet. Okay. Donc là, il était en communication avec la table. Celui qui appelle renseigne l'opérateur à quel numéro on veut l'appeler. Donc l'opérateur reprend la deuxième fiche, venez se brancher, appuyez sur ce petit bouton pour dire voilà, c'est ce téléphone-là que j'enclenche. Et après, à l'aide d'une petite manivelle, il lui suffisait de tourner. Et en fait, ça faisait sonner le téléphone qu'on appelait. Une fois que les deux écrans sont blancs, ça veut dire que la ligne est terminée et qu'on peut libérer les câbles. Voilà, le système est plutôt simple. Ouais, c'était une aventure quoi, pour passer un coup de fil. Ouais. Mais avec ça, c'était quand même plutôt bien, puisque un équipage bien entraîné, on était capable d'avoir des communications très très rapides. Donc en moins d'1 minute, pour l'époque, c'est quand même assez rapide. On était capable de joindre quelqu'un. Du mec qui est là et qui a la sonnette toute la journée, tout le temps, chaque Ouais, appel, chaque truc, c'était pas le meilleur taf. Ah ouais, j'avoue que c'était un peu. T'imagines, c'est un bar ici, genre c'est un lieu de fête, mais sous terre. Et d'ailleurs, en parlant de ça, un lieu de fête. Genre comment ça se passait pour le bien-être des soldats? C'est-à-dire qu'ils doivent péter un plomb à force de rester sous terre en permanence? Alors c'est le risque, il y a une maladie ou plutôt un syndrome qui s'est déployé et qu'on a appelé la bétonite. Donc c'est les soldats qui, à force de rester sous terre, perdaient un petit peu la notion du temps, la notion de s'il fait jour, s'il fait nuit, ce genre de choses, et finissaient par devenir un petit peu fous. Et pour pallier à ça, on a mis plusieurs choses en place. Donc on a parlé par exemple tout à l'heure des moyens de distraction, donc le cinéma, les troupes de théâtre, ce genre de choses. Mais on avait aussi des solutions médicales. Donc dans l'infirmerie, on avait par exemple un solarium ou des séances, des sortes de séances de bien-être qu'on faisait pour les soldats. Pas mal en vrai. Oh putain, il était dans la longueur lui. T'as vu, il était bien sûr. Mais mec, jamais je fais ça en urbex ou quoi. T'imagines là, éteint? La Avec sensation, ta petite ta lampe de merde et tout là. Après avoir passé une journée intense à la découverte du Galgenberg, nous prenons la route avec toute notre troupe à travers la forêt pour rejoindre un autre ouvrage à proximité, l'ouvrage du Boicard. C'est ici que nous passerons la nuit. Pour combien tu dors? Sans sub mec, je dors tout de suite. Tu te baladerais comme ça dans la rue? Tous les jours? Bah bien sûr, Ah ouais. sans sub. Il parie tout pour ça. Mec, t'arrives à sortir ton couteau? C'est une baïonnette. Oui. Putain, c'est Ah, nul. aucun terme technique. Là. Oh, c'est un Mais joker c'est pour un bien, chef. Je crois qu'il y a un assassin dans la compagnie. Ça sent la currywurst. T'aimes pas la Moselle aussi? Si, j'aime bien la Moselle. Une journée. Tu craches au visage de tous les Mosellans? Ah non. Non, parce que c'est pareil à Angers, c'est pareil à peu près partout en France en fait. Oui. Il casse les couilles ce mec.
fais que me filmer depuis le début de la journée. En fait, c'est le principe, c'est une vidéo. Ah. Non, Je vais le faire rire. Ok, d'accord. Ok, je vais Tu pas. seras réformé, on voudra pas de toi dans l'armée, t'en fais pas. Donc arrête de faire ça. Je peux pas être pris, putain. Non, c'est bon, t'inquiète, je la mets sur mon épaule. C'est bon, t'inquiète. Comme il tenait, elle allait juste le sucer. Arrête de sucer ton canon. C'est ce que je veux, putain de merde. T'as déjà sucé tout le régiment, Arnaud, on n'en peut plus de ça. Je m'en fous. Arrête Arnaud. Mais je veux sucer tout le monde. Pendant notre randonnée, notre lieutenant et certains de nos soldats nous ont raconté de nombreuses histoires sur le secteur et ses ouvrages. En traversant la forêt, nous avons découvert des tranchées, ainsi que de petits blocos où étaient cantonnés ce qu'on appelait à l'époque des troupes d'intervalle. Donc c'est ici qu'il y a eu le plus de combats dans toute la forêt. Alors rien que pour vous donner une petite ordre d'idée, entre le 10 mai 1940 et le 13 juin 1940, 10 000 obus de gros calibre sont tombés donc juste sur cette position d'environ 3 km. Mais le 13 juin 1940, lorsque les troupes dites d'intervalle, donc qui sont entre les différents forts, retraitent vers les Vosges, en fait les forts étaient isolés, tout seuls, donc ce qui a permis aux Allemands de faire plusieurs infiltrations. Et ici donc il y a eu plusieurs combats entre les forts, les patrouilles allemandes, avec notamment plusieurs morts du côté allemand. Ok. Ok. Donc dans la joie et la bonne humeur. Ouais. Le soldat Baptiste prend le temps de nous raconter le sort des civils mosellans qui vivaient dans ces lieux. En fait, au moment où on construit la ligne Maginot, il y a toujours une zone tampon de 10 km. Parce qu'au moment où on l'a construit, on n'est pas en guerre contre l'Allemagne. Et en fait, selon la Convention de Genève, on n'a pas le droit d'avoir des canons qui puissent tirer directement dans le territoire adverse. Donc c'est pour ça qu'on ne met pas la ligne Maginot sur la frontière, mais légèrement en arrière. Et en fait, on prévient la population civile qui est dans cette zone tampon qu'en cas de guerre, elle serait évacuée. Et donc c'est ce qui va arriver en septembre 1939. Tous les civils vont recevoir un message en disant vous devez vous barrer le plus vite possible. Ils vont surtout aller en Moselle, les Mosellans, dans la Vienne, dans la Charente. Et en fait, cette zone tampon va devenir la zone rouge. Et donc il n'y aura plus de civils, les maisons vont être abandonnées, etc. On va avoir les troupes de forteresse qui sont sur la ligne et sur les intervalles. Et on va avoir des divisions d'infanterie ou mécanisées qui vont occuper cette zone tampon sur des avant-postes qui sont eux à la frontière. Donc il va y avoir des escarmouches, etc. Et en fait cette zone rouge va être explorée en long, en large et en travers par l'armée française, que ce soit celle qui l'occupe mais aussi la ligne Maginot, qui va récupérer le bétail des fermes pour pouvoir agrémenter un peu le repas du soldat. Et aussi, c'est un sujet où on n'en parle quasiment pas, mais il y a beaucoup de témoignages, c'est le pillage des maisons mosellans, parce qu'il faut se rendre compte que les gens qui viennent là, en tout cas les régiments qui occupent la zone rouge, sont des régiments qui viennent de partout en France, sauf de Moselle. Certains sur la ligne Maginot sont des Mosellans, sont du pays, mais les gens qui arrivent là, c'est des gens qui n'ont pas la connaissance de l'histoire de la Moselle. C'est pareil en Alsace. Mais quand ils vont tomber dans les maisons, qui seront pour la plupart ouvertes ou forcées, souvent ils vont tomber sur les effets liés à la Première Guerre mondiale. Et ici en Moselle, la Première Guerre mondiale, on est allemand. Donc ça va tomber sur les portraits des papas ou des grands-parents qui ont combattu sous l'uniforme allemand, etc. Et donc toutes ces maisons-là vont être vandalisées, les gars vont être traités de chleux, etc. Et il y a des témoignages où les mecs rentrent dans les maisons, on balance des bouteilles de verre sur les portraits, cassent ou pillent. Ici c'est ce qu'on appelle la ligne principale de résistance. C'est là où on attend les Allemands au moment de l'offensive. T'es déjà allé dans une tranchée? Bah non, comme tout le monde quoi à peu près. C'est pas un truc courant quoi. Ah ouais, tu t'es pas creusé une tranchée chez toi? Bah non, toi oui. J'ai toujours su que t'étais chelou. Mais du coup toi t'as mal parce que tu te sens, comme tu disais, tu Plié sens vers l'avant. plié vers l'avant, ouais. Comme si tout le poids il était sur Ah ouais. Et tu disais que ça, dans les témoignages, il y a les soldats, ils disent ça, qui se sentent vraiment compressés par justement l'arnachement qu'on porte là aujourd'hui. C'est ça en fait, l'uniforme français n'a pas été pratique ni durant la Première Guerre mondiale ni durant la Seconde. On a encore l'équipement de la Première Guerre mondiale, les cartouchières qu'on porte là. C'est souvent le stock Première Guerre mondiale qui est réutilisé. Les vêtements qu'on porte, c'est quasiment les mêmes modèles qu'ils avaient durant la Première Guerre mondiale. Et en fait, on est serré à l'intérieur, comprimé. Et l'uniforme français, il est pas bien parce qu'en été, on a super chaud, c'est de la laine. Mais en hiver, la laine, elle laisse passer un peu le froid et surtout le vent. Et donc en hiver, les mecs, ils ont froid. Donc en fait, à aucun moment les gars sont confortables. C'est jamais bien quoi. Parce que là, la tenue qu'on a, je pourrais tout à fait la porter en été. C'est la tenue réglementaire de combat. Ah, donc c'est en été, en été, c'est ça. Ah oui d'accord. Bon. C'est infernal. Et donc il y a des témoignages où les mecs combattent avec le brelage, donc les cartouchières, le cuir, sur la chemise avec un FM un peu à la Rambo. Il y a le témoignage d'un mec qui combat avant de se rendre comme ça, où il tire avec son fusil mitrailleur
et il est en chemise avec son breulage dessus. Tu préfères te battre l'été ou l'hiver là avec cette tenue là? Bah tant qu'à faire l'hiver je pense. Je pense aussi. L'été ça insoutenable par contre. Ouais. Mec, mais déjà que j'ai chaud c'est quand on était dans le Après fort. vraiment tu sais on dit ça là, on a passé la journée au sec et tout, sous une journée de pluie, de neige, t'es tout mouillé, tu sais ta laine qui s'imbibe, ça doit pas être cool non plus. Ça doit être horrible, Il j'avoue. fallait s'imaginer qu'ici, l'hiver 39-40, c'était l'un des plus rudes du XXe siècle. Donc on avait des températures qui allaient jusqu'à moins 27 degrés et avec à peu près 20 cm de neige. L'été. Je viens de réfléchir. L'été bon. À savoir qu'un canon de 25 mm en 1940, c'est capable de percer n'importe quel blindage des blindés allemands. Peu importe le char qui se présentera en face, on a à 1000 mètres la capacité de le pénétrer sans problème. Titre. Tu te rends compte ce que tu fais? Mais quoi? Enfin, une mémoire, comme ça. Non mais non, mais là je touche pas la mémoire là, c'est façon de parler. Ça entache rien. Titre. Ah ouais. Bon, du coup, on va pas tarder à bouger là, je pense, à mon avis. Oh Rivenzi, je me disais, il me tarde de faire la visite de l'intérieur des lieux. Partez par là. Après toutes nos péripéties, découvertes, explications et kilomètres parcourus, nous arrivons enfin à destination. L'ouvrage du Bois Carré, c'est ici que nous pourrons peut-être enfin nous reposer. Bon, notre première journée est terminée, après des activités, de la découverte. Là, on arrive dans un nouveau fort et ici, on va dormir. Il y a des chambrées qui sont prévues pour nous, c'est des grandes chambres de 15, vous allez le voir. On va aller voir le lieutenant, il va tout nous expliquer. Let's go, c'est parti. Bon, mon lieutenant, on est où? On doit dormir, on m'avait dit. Donc, comment est-ce que ça se passe? On est dans un nouveau fort, donc... On est dans un nouveau fort, je vais vous présenter les locaux et la chambrée. Et puis, les lits sur lesquels on va dormir, est-ce que c'est des lits qui étaient là à l'époque ou c'est justement ce sont les lits d'origine. Ce sont les mêmes lits sur lesquels on va Ce dormir sont ce soir? exactement les mêmes lits. À la différence près que maintenant on a des matelas qui sont plutôt modernes, mais à l'époque c'était des paillasses, donc des sacs remplis de paille. Bon, en tout cas, on a passé une journée hyper intense aujourd'hui. C'est fou de pouvoir dormir ici, dans un lieu qui a été complètement restauré, qui ressemble vraiment au lieu d'époque dans les années 40. En plus, tout le monde est en tenue, donc on est vraiment immergé dans cette ambiance et c'est vraiment exceptionnel. En plus, j'ai ramené Linka, je crois qu'il est déjà allé dormir, le mec est claqué. Plus qu'à rejoindre notre très confortable lit. Pas si confortable. Tu me coupes cette cam. Moi je veux juste dormir en fait. Je veux pas dormir ici. C'est un enfer la guerre. J'ai pris conscience de la difficulté. J'ai arrêté la guerre. Arrêtez la guerre, c'est insoutenable. En tout cas, hâte de dormir là. En tout cas, j'espère que c'est pas une sponsor Emma Matelas la vidéo. Parce qu'avec ça. T'es prêt à dormir une belle nuit? Non. Arrêtons de faire semblant, on va regarde le sommier. Je me mets sur Sudrive. Mais Rivenzi, il a une stalagmite. Oui, je sais. Dans son lit. Oh putain. Et alors tu vois aller là dans dessous. C'est abusé. Ouais, en vrai c'est horrible. On va passer une nuit détestable. Oh regarde-moi le choucroute. Tiens-moi le choucroute, pitié. Je pense à la pire nuit de toute ma vie. Je pense vraiment sans déconner. La nuit a été bonne, mais la nuit a été courte. En vrai, j'ai trop mal dormi, c'est abusé. Genre, j'ai dormi, je pense que j'ai pas dormi avant 2h30, 3h du matin. Par contre, Arnaud, toi, t'as eu de la chance, t'as super bien dormi, quoi. Et en plus, c'est que ça nous a fait un peu bader parce que, en fait, on dort jamais dans le noir complet, au final. Et là, on a dormi dans le noir complet. Et c'est vrai que c'est étrange parce que, y a toujours une petite lumière chez toi, des petites, je sais pas, une lumière de l'extérieur qui éclaire et tout. Là, c'était le noir complet, c'était vraiment un peu badant parce que tu dis t'es sous terre. C'est le lendemain, la nuit a été excellente, n'est-ce pas Linka? Tout à fait, comme en ont témoigné les images précédemment. Mec, tu t'es régalé en tout cas. Ah, j'ai adoré. Et tu sais que c'est 48 heures donc on va redormir ce soir encore ici. Je pars vraiment, il n'y a aucun moyen que je reste, aucun vraiment. Non, on va se divertir un petit peu. Là, c'est la deuxième épreuve qu'on va faire après celle d'hier où je t'ai monumentalement lavé. Tu m'as lavé, ouais. Là, cette fois-ci, ce sera plus, on va dire, quelque chose de l'adresse. Ce sera moins physique, il y aura un peu plus d'adresse, ça va être un lancer de grenade. Tout de suite, les règles. Pour ce deuxième défi porté sur l'adresse, l'objectif est de toucher les cibles avec les grenades. Si notre projectile touche la cible, c'est 2 points. Si elle reste sur la cible, c'est 3 points. Puisqu'on aime le risque et le beau jeu, une cible éloignée rapportera évidemment plus de points. Pour ça, les cibles touchées dans la première zone voient leurs points multipliés par 1, donc c'est pas fou. Dans la deuxième zone, par 2,
Et pour le bidon, par 3. Maintenant que vous savez tout, place au jeu. Évidemment, on le rappelle, hein, nous sommes évidemment neutralisés, enfin il n'y a aucun risque. Hein. L'explosion ne fait pas partie, c'est juste le Voilà, lancer que l'idée, nous allons c'est faire. De qui nous deux commence? C'est ta vidéo, je te laisse commencer. Et bah tu es l'invité, donc je te retourne la proposition et tu peux être le premier à lancer si tu le désires. Je passe la main. Et je relaisse la main une nouvelle fois parce que j'ai gagné le guerre donc je peux me le permettre. Bon bah d'accord. Allez, ça part. Linka, premier lancé, c'est parti. Oh putain. Oh non, c'est dramatique. Oh, putain. En vrai c'est pas si dramatique. Il y a 1 mètre d'écart. Ouais, tu retentes le grid. Ouais, je retente. J'en fais au moins 3 sur le bidon. Oh. Déjà là j'assure des points de ouf. Ok, très bien. Regarde bien, j'en fais 9 finalement. Il me met mal là, j'avoue. Oh Ah, putain. dommage. Plus Je que vais 2 pour Linka. Zéro grid. Le vieux sudiste. Le mauvais joueur de pétanque. Allez. Oh non. Oh non. Oh non. Touche un tapis, c'est 2 points déjà donc. Ouais mais 2 points c'est pourri. Moi je m'en contente pas. Ok. On se fait en Tu sais que tu vas académique. perdre à cause de ça. Tu crois vraiment? Bah, mais bon, vas-y. Non mais suis ton instinct Arnaud. C'est toi le meilleur. T'as refait un regard caméra et t'as fait non il est nul comme ça, Non, j'en non. suis sûr, je te connais. Non. Ok ça va. T'as refait, c'est sûr. Non vas-y, t'as fait pas académique, mais par contre je vais la mettre dans cette poubelle. En vrai ça fait 6 points, faut au moins que je fasse 6 points. Maintenant tu sais ce que tu dois battre donc c'est trop facile pour toi. Faut que je tente poubelle first et si j'ai poubelle first en vrai Après là dans les 2 t'es premiers en lancers, t'es dilettante mat. après. Là je suis facile après. Ouais t'es tranquille. Je te condamne à l'exploit pour tes 5 tirs, pour tes 5 tirs ensuite. Ok. Oh bah. Yes. Oh je le prends à droite. Hop Putain. les. Là faut que j'assure. Hop Oh les. non je veux pas toucher, je suis abattu. Ah c'est horrible. Ok, c'est bon, ça fait 4 points. Je te mets la pression mais... Pas trop. Mais modestement. Faut que je retouche, Je vais toucher un peu devant toi mais... Ouais c'est plus facile d'assurer le truc j'ai l'impression. J'ai déjà mis Arnaud dans le rétro, et maintenant j'ai re 5 lancers et pour essayer de reprendre la distance et après il aura ses 5 derniers lancers. Allez je touche cette fois. Oh putain c'était tellement proche. Oh mince. Oh Je non. reprends la tactique. Oh non. C'est touché. Ah ça compte ça? Bah oui c'est touché. Ok. Et là, c'est quoi, je retente beau jeu. Là je suis à 16 points, Ok. je retente beau jeu. Ok. Oh non. Ça fait 16 points. 16 points à battre pour le nul. Il me manque 10 points là. Ouais. Ah oui parce que t'as voulu jouer au con. Il fallait assurer. Il y avait un truc broken sur les règles, il fallait utiliser le truc broken sur les règles. Mais je vais être obligé de jouer le truc devant là. Oh non, tu peux pas jouer le... Ok, sur le beau jeu, je joue le beau jeu. Perdu pour perdu, j'y vais. T'es fait exprès, c'est de manipulation, putain, il est trop fort, il est dans ma tête. Ah non, let's go, je crois en toi. Attends, j'ai combien déjà? 6? T'as 6. Et Il faut que tu fasses faut que 10. je fasse 10 points en plus. Full beau jeu, ça va être compliqué. Full ball. Je suis en train de baisser un peu le fou, Après, là. si t'es un grand chevalier, mec, il faut que tu tentes full beau jeu. Personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Mais j'ai pas ta valeur humaine, donc du coup, je peux pas faire ça. Donc moi, je suis obligé de jouer petite couille. Mais moi, c'est dans mes valeurs. Bon, je fais un lancer de petite couille pour me chauffer. Rebondis, mon con. Oh putain, non, mais alors là, c'est catastrophique. Parce que t'es un chevalier, c'est pour ça. t'es Non, pas... mais c'est bon, tant pis. Non, tu vas tout faire. Mais non. Je fais tout en full. Oh, le sabotage en direct, là. Le mental de chips. Oh, elle y va, elle. Yes. 12. Non, ça fait 6 ça. Si, 12. ouais. Ça Ok. fait 12. Là, Ouais, si je touche, j'égalise. Non, je passe devant. si tu retouches. Ouais. Oui, tu veux passer devant, oui. Allez. Il en fait 2. Arrête Arnaud. Arrête, Le soldat Ryan, il va sauter à l'autre qui. Attends, je continue. Arrête Arnaud, l'humiliation c'est trop. Je continue. Oh, c'était tellement facile, il flexait et tout, je suis trop content. Bon, alors attends. Je suis dégoûté, putain. Désolé, mec, en fait. Oh, j'ai cru que j'étais dedans. J'ai cru que j'étais dedans. Pourquoi être aussi corrompu? Quelle belle journée. On passe à la suite. Allez. On arrive mon lieutenant. Oui, monsieur.
Pour cet ultime et dernier défi qui mettra notre observation à l'épreuve, l'équipe a disposé sur le terrain, en face du bunker, des soldats dissidents. L'objectif, en repérer le plus possible avec le périscope de l'ouvrage en 1 minute 30. Rien de plus simple? Attendez de voir. Dans le périscope, vous l'avez, hein? Dites-moi que vous l'avez, s'il vous plaît. Je suis déjà fatigué d'avance de gagner encore une épreuve. Quelle insolence. Il y a un partout. C'est à toi de choisir qui commence en premier sur ce jeu. Je vais te laisser la main. Ah ouais? Ouais. 3, 2, 1, go! Putain, je trouve là. C'est si dur. Bah, c'est logique, hein, tant mieux. J'espère que tu vas trouver personne. Je fais un balayage, je vois personne. T'en as aucun pour le moment? Pour l'instant, j'ai personne. Ok. Dramatique. Ça va, en vrai, il te reste plein de temps. Non. En vrai, il te reste vraiment du temps. Ça fait que 15 secondes. Non, c'est faux, ça fait 40 secondes. J'en ai trouvé un près d'un arbre. J'en ai un. Ouais. J'en ai un deuxième. À côté, qui était juste à côté de l'arbre là. J'en ai un troisième. Ok, il est juste ici. Caché à genoux. Ok, il reste 15 secondes. Ok. Putain, c'est dur. 3, 2, 1, fini! Oh, c'est si dur, mec. Ah ouais? Bah, en fait, la mise au point, tu vois pas si bien que ça, quoi. Enfin, tu vois des ombres, mais tu vois pas des. Heureusement qu'ils bougent pas trop. Et Ouais, tout. Ils sont pas si visibles que ça. Ah ouais, c'est pas simple du tout. Bah, t'es bien alors, 3 sur 5. 3 sur 5. C'est pas mal en fait. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. Ah, là j'en ai un par terre, allongé derrière un arbre. Ok. Ah, j'en ai un autre juste à côté, je crois. T'as déjà trouvé 2? Je crois que j'en ai un autre, mais la mise au point, je suis pas sûr que ce soit quelqu'un. C'est soit quelqu'un, soit un arbre. Mais je crois que c'est quelqu'un. Je pense que j'en ai un deuxième. Ok. Peut-être aller plus loin, voir s'il n'y en a pas d'autres beaucoup. Ah, j'ai un mec là encore, derrière un arbre. Putain, mec, c'est dur à dire. Je pense que c'est quelqu'un allongé. C'est plus ça, je pense que j'ai quelqu'un. Mais je suis pas sûr. Ah, j'aurais pas quelqu'un allongé là dans l'herbe ou quoi? Si, ça a bougé, ok, Oh non, j'ai quelqu'un. du coup. J'ai quelqu'un. Non. Ok, attends, je regarde. C'est terrible. Ben, je sais pas dire en fait. 3, Non, mais là, je suis en vide. 2, 1, top. Je pense que j'en ai 4, mais Ah, je pense qu'on a 4. il y en a un, je suis vraiment pas sûr. Putain, En mec, étant il est honnête, je chaud. suis pas sûr. Ah, t'en as 4? Tu peux me le pointer? Moi, j'ai l'impression de là où je suis que j'ai quelqu'un allongé. Là, tout le monde est debout. Hein. Eh ben non. Bon, Linka a vu un bosquet, résultat, comme moi, il n'a trouvé que 3 personnes cachées à travers le périscope d'observation. Donc nous finissons cette épreuve à 3 partout. Nous sommes donc à égalité à la fin des 3 jeux. Tout le monde, il a gagné. Je suis dégoûté. Bon, match nul. 3 partout. Une vidéo entière à se prendre la tête pour être tous les deux à chier à Pour la être fin. tous les deux nuls. Et pour être. Et alors toi, t'as fixé un arbre pendant au moins 1 minute 30 en disant j'ai trouvé, alors qu'il y avait rien du tout. Il y avait en effet C'était vraiment rien. dramatique. Franchement, c'est plus dur qu'il n'y paraît. Et les plans qu'on a fait de l'iPhone dans le truc, Ouais. ça, on voit beaucoup mieux Ouais, de ouf. que dans la vraie vie. À Oui, l'œil, c'est vraiment beaucoup plus dur. clairement. J'espère que vous avez apprécié ces 24 heures sur la ligne Maginot. Avec Linka, nous avons appris beaucoup sur sa ligne de défense qui, bien qu'elle ait été contournée par un audacieux plan allemand, s'est battue pour défendre ses forts. Et ce, même après l'armistice de 1940. L'idée de ce format, comme vous l'avez compris, est de parcourir avec d'autres invités, d'autres périodes de l'histoire. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous verriez avec nous pour voyager dans le temps. L'expérience t'a fait kiffer? Moi, j'ai adoré, j'ai appris plein de trucs. Ouais. J'ai appris qu'on dormait mal aussi. Mais bon, c'est un détail. Et sinon, ouais, c'était vraiment cool. L'expérience était vraiment chouette. Puis content d'inaugurer le concept. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à partager, à laisser un like. Enfin bref, vous connaissez. Je tiens à remercier l'association Ligne Maginot, Catnum et environ pour leur accueil et pour la préparation. Merci Messieurs, beaucoup. je suis désolé, au vu de vos résultats, on pourra pas vous garder, mais j'ai une dernière mission pour vous. Allez, viens. Oh, vraiment, c'est la dernière fois que tu m'invites sur ta chaîne de merde. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment devant la vidéo, mieux que Linka d'ailleurs. J'en profite pour remercier une nouvelle fois War Thunder de l'avoir sponsorisé. Le jeu est, je le rappelle, disponible gratuitement sur PC, PlayStation et Xbox, donc profitez-en. Et moi je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Allez, tu pousses! Ça me semble plus lent quand même.